Ce mot handicap, ça fait souvent très peur. On imagine toujours quelque chose de visible, de concret. D'ailleurs, on m'a souvent répété que j'étais pas une vraie handicapée. Mais moi, mon handicap, on le voit pas. Il se cache derrière un sourire, derrière un ça va automatique, une apparence totalement normale. Et pourtant, il est là. Dans chaque mouvement, chaque fatigue, chaque douleur. Pendant longtemps, j'ai gardé tout ça pour moi, par pudeur et par peur d'être jugée, par peur d'être réduite qu'à ça. Et aussi parce qu'on ne me croyait pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que le silence est lourd et parce qu'on changera jamais le regard des autres si on ne parle pas de ce qu'ils ne voient pas. Pour rendre les choses peut-être un petit peu plus concrètes, je vais vous expliquer à quoi ressemble une des journées que je peux passer. Euh, Ma journée, elle commence souvent même avant que le réveil ne sonne, puisque j'ai déjà mal. J'ai mal la nuit, ça me réveille. Et c'est pas forcément une douleur vive, pas une douleur, qu'on peut montrer ou même expliquer, non, c'est une douleur diffuse, constante, comme une onde qui traverse le corps, vous voyez? Il y a des matins où j'ouvre les yeux et je sais que ce sera difficile, que chaque geste va me demander un effort. Il y a des matins où je sais que je vais pouvoir quand même me rendre au travail et donc j'utilise une canne qui rend un petit peu plus la chose visible. Et j'ai oublié de préciser que je viens d'avoir 30 ans. Ça fait plus de 10 ans que je souffre maintenant. Il y a des matins où je ne pourrais tout simplement pas sortir du lit, hem et où j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, organiser ma journée à mon rythme et pouvoir un petit peu plus souffler. Et bien que ça me demande des efforts qui sont parfois vraiment insurmontables, je me lève parce que la vie continue, parce que j'ai un travail, j'ai un rôle, j'ai une famille. Et j'ai maintenant une petite fille. Donc je me lève, je mets la musique dans mes oreilles pour essayer de me motiver, de me dire: «Allez, tu peux le faire, ça va le faire». Et personne ne voit ce qu'il y a derrière. Les muscles qui brûlent, les articulations qui craquent, qui sont douloureuses, la tête lourde et la fatigue qui n'a rien à voir avec un manque de sommeil. Oui, parce qu'on m'a souvent dit: «Mais moi aussi je suis fatiguée, moi aussi j'ai mal dormi». Moi j'ai un sommeil qui n'est pas réparateur. C'est-à-dire que je peux dormir aussi bien 4 heures que 12, je serai toujours fatiguée. Sans parler maintenant que je suis maman et que je dois me réveiller la nuit aussi pour bébé, mais ça c'est un autre sujet. Ici on parle plutôt d'une fatigue, qui colle à la peau, une fatigue qui part jamais complètement. Et parfois, je m'assois 5 minutes sur le canapé, juste pour souffler, mais ces 5 minutes, je les ressens comme une heure de récupération. J'ai besoin de faire une pause. Et malgré tout, bah, il faut continuer parce qu'on apprend à composer avec la douleur, à vivre avec, à la cacher et à la rendre invisible pour les autres. Une des parties les plus difficiles dans le handicap invisible, je dirais que c'est le regard des autres. C'est aussi pourquoi j'ai entrepris il y a plusieurs années sur mes réseaux sociaux un travail de sensibilisation. Hem, J'avais besoin à l'époque de parler un petit peu, d'exprimer tous mes ressentis, plutôt comme une thérapie. J'étais un peu plus jeune, et j'avais pas un entourage, hyper à l'écoute de ce que je pouvais ressentir, de ce que je pouvais vivre. Donc j'avais besoin de me livrer et petit à petit, en fait, c'est un petit peu devenu pour les autres parce que j'ai aidé, en tout cas des retours que j'ai eus, beaucoup de personnes à se sentir moins seules, puisqu'on vivait des choses similaires, surtout à l'époque de l'errance médicale. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important pour moi de parler de toutes ces choses qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je vis et ce que les autres perçoivent. Quand on a l'air en bonne santé, on ne suscite, ni compassion, ni compréhension. On doit juste expliquer, se justifier et même prouver aux autres. J'ai entendu tellement de fois: «Mais t'as pas l'air malade, ça a l'air d'aller aujourd'hui, de toute façon tu es trop jeune pour être malade, tu verras ça passera» ou bien,
Tu trop stressé, il faut que tu te détendes. Arrête d'y penser, c'est juste dans ta tête. C'est des réflexions que je ne suis pas la seule à avoir entendues de la part de proches, de collègues, même du corps médical. Et quand on devient maman, comme c'est le cas récemment, c'est encore une autre chose. Parce que les gens s'attendent à ce qu'on soit comblés, débordés, mais heureuses. Et ils ne voient pas les nuits sans sommeil, les douleurs qui s'amplifient à cause du manque de repos, le corps qui ne suit plus, sans parler du moral, le moral qui vacille. Moi, je connais le postpartum avec des douleurs chroniques. Et honnêtement, c'est un mélange de bonheur immense et de souffrance silencieuse. Parce que je dois porter mon bébé, parce que j'ai décidé de l'allaiter, parce qu'il faut s'en occuper, tout simplement, et que c'est magnifique. Mais aussi parce que mon corps écrit stop. Et j'ai l'impression que ce décalage-là, personne ne le voit. Personne ne le perçoit parce que je souris constamment, je souris sur les photos, je souris lors des sorties, je souris au travail. Et parce que je dis ça va quand on me demande comment ça se passe. Que ce soit pour le postpartum ou bien avant, j'ai toujours répondu ça va. Ça va parce que c'est un mot court et parce qu'on n'a pas envie de s'étaler à raconter sa vie, parce que je n'ai pas envie de déranger, parce que de toute façon je ne me sens pas écoutée, parce que je pars du principe que, entre guillemets, se plaindre ou faire part en tout cas de ce qui ne va pas, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, tout le monde n'en a pas envie. On demande souvent si ça va par pure politesse et pas pour vraiment écouter ce que l'autre va nous répondre. Et parce que des fois, ce serait bien trop long à expliquer. Alors ça va, c'est court, c'est simple et on ne rentre pas dans des discussions trop longues. Et parce qu'avec certaines personnes aussi, j'ai pris l'habitude de ne pas répondre, puisque de toute façon, ça ne va pas changer mon ressenti que d'expliquer ce qui ne va pas. Donc ça va, ça va. En réalité, le plus dur, c'est trouver un peu un équilibre. Le handicap invisible, c'est une danse entre force, fragilité. Et pendant très longtemps, j'ai cherché à être comme avant la maladie, comme avant les diagnostics, et à ne pas laisser la maladie me définir tout simplement. Je me suis rendu compte que plus je résistais, plus je luttais contre ça, contre la maladie, plus mon corps me rappelait mes limites. Donc il a fallu que j'apprenne à écouter davantage, à ralentir et à dire non sans culpabiliser. Je crois que c'est un des points les plus importants, à arrêter de me justifier et devoir tout simplement respecter un nouveau rythme, de nouvelles limites pour pouvoir profiter pleinement. Quand on tombe malade jeune, pour ma part, j'ai 3 pathologies: l'endométriose, une fibromyalgie qui est secondaire au syndrome des lèvres dans l'os. Pour ma part, c'est plutôt le HSD, donc une laxité hypermobilité. On a envie de continuer de vivre sa vie, de sortir. Alors moi, je suis assez casanière, mais ne serait-ce que de peu sortir, ça me demandait énormément d'énergie. Alors petit clin d'œil à la théorie des cuillères si vous ne connaissez pas. Renseignez-vous, c'est très parlant. Et quand on a mal et quand on souffre, on se voit obligé de ralentir, de refuser certaines sorties, parfois même au dernier moment, des sorties qu'on avait acceptées, d'aller au restaurant, de se faire un ciné ou une balade parce qu'on n'a tout simplement pas l'énergie, parce qu'on a trop mal. Hem, on rentre dans un système où on ne peut plus en fait, être spontané, anticiper certaines choses puisque tout peut arriver. C'est là qu'on perd des amis et qu'on se retrouve à être, isolés, un peu malgré nous et un peu, parce qu'on en a besoin puisqu'on voilà, personne ne nous comprend réellement et parce que pour nous comprendre réellement, il faudrait être malade, ce que je ne souhaite à personne. Mais je pars du principe que c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas être bienveillant. Alors on m'a donné plein de conseils, notamment celui d'accepter la maladie, les maladies pour pouvoir vivre avec et c'est
je crois, la chose la plus compliquée, mais la plus vraie. Quand on a un diagnostic qui est posé, qu'on sait ce qu'on a, qu'on sait les conséquences et les potentielles évolutions, je crois que le mieux, c'est de pas se battre. Enfin, pas se battre contre cette pathologie ou ces pathologies, mais oui, apprendre à vivre avec, à respecter, voilà, ses limites, son rythme pour pouvoir faire de bonnes choses. Aujourd'hui, je m'autorise des sorties, je m'autorise des repas de famille, je m'autorise des balades et parfois, je pousse un petit peu trop mes limites et mon corps me le rappelle. Avant ma grossesse, il y a eu plein de moments où je me suis autorisée des super sorties, des choses qui duraient, parfois des heures, hem et j'ai adoré. J'ai adoré et pourtant je savais que j'allais en payer le prix donc parfois pendant 2 jours, je ne pouvais plus marcher à cause de certaines activités. Pendant 2 jours, j'avais une fatigue intense. Je payais mes efforts, mon amusement, ma détente avec les autres ou avec moi-même d'ailleurs. Je payais d'avoir pris du bon temps, mais ça valait le coup. Et parfois, je poussais vraiment trop et le corps m'envoyait ce message en me disant que c'était stop. Je pouvais plus bouger, j'ai compris que j'avais pas le choix et qu'il fallait que j'apprenne à trouver un équilibre pour vivre avec les douleurs et pas contre les douleurs. Et c'est pas facile, surtout dans une société qui, glorifie la performance, mais j'ai compris que prendre soin de moi, c'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. En parlant de société, je pense que c'est aussi important de faire le point sur le monde du travail. Parce que travailler avec un handicap invisible, c'est souvent mener une double vie. Il y a celle qu'on montre, la version, professionnelle, souriante, productive et compétente. Et il y a celle qu'on cache, les douleurs derrière l'écran, la fatigue à une réunion, les arrêts maladie qu'on hésite à poser ou, les moments où on craque seul dans son bureau ou aux toilettes parce qu'on ne veut pas que ça se voit. Parfois parce qu'on a peur d'être jugé ou d'être perçu comme, moins fiable, alors qu'en fait, on en fait plus, on en fait trop. Et on doit aussi faire face à tout ce qui est, méchanceté de la part de nos collègues ou d'un responsable ou 2 responsables hiérarchiques. Moi, on m'a dit que j'étais une bonne actrice, que je faisais semblant, que c'était pas possible d'avoir autant de pathologies si jeune. Pourquoi un jour je viens travailler avec une canne et le lendemain non? Est-ce que je ferais pas tout ça pour, me mettre dans la poche ma direction? À l'époque de ce genre de réflexion, je me souviens être en errance médicale, à souffrir, à être, complètement déprimée et devoir faire face, en fait, à ce genre de réflexion dont je me serais bien passée. Je devais sans arrêt me justifier. Pour moi, le fait de ne pas connaître les pathologies ou l'incompréhension face à la conséquence de tous ces symptômes, ça ne doit pas obligatoirement mener à de la méchanceté. Et ça, c'est ma théorie. La pratique, c'est encore autre chose. Mais au fond, ce que je veux, c'est simplement être considérée à égalité. Pas comme quelqu'un de fragile, pas comme une victime, mais juste comme une personne qui fait de son mieux avec un corps qui ne suit pas toujours. Le handicap, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins compétent. J'ai des compétences et je peux être productive, il suffit que je travaille à mon rythme et à ma manière. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le monde du travail, sur l'inclusion, la sensibilisation, et pour que la bienveillance devienne la norme et pas l'exception. Bon, malgré tout, je veux pas que ce podcast sonne triste, parce qu'il y a aussi de la lumière, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses positives. Il y a vivre avec un handicap invisible, c'est apprendre à savourer les choses différemment. C'est à trouver la beauté dans les petits moments, un matin sans douleur, le rire d'un enfant, un coucher de soleil qu'on prend, enfin le temps de regarder. Toutes ces petites choses, tout ce qui devient des petits plaisirs. C'est aussi apprendre à s'aimer autrement, à être, peut-être plus douce avec soi, à accepter que finalement la perfection, ça n'existe pas. Puis il y a quand même les autres. Il y a ceux qui comprennent,
Il y a ceux qui ne jugent pas, ceux qui restent même quand nous on s'éloigne, ceux qui font preuve de bienveillance, ceux qui acceptent de fonctionner à notre rythme et qui acceptent que cette fois on ne viendra pas, cette fois c'est trop dur, ou on est trop fatigué, ou que cette fois on a besoin d'aide pour gérer plus de choses. Je crois que c'est grâce à eux que j'ai retrouvé un peu de paix. J'ai compris en fait que la vulnérabilité, c'est pas un défaut, et c'est une force. Et c'est ma force. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui. Si j'en parle, c'est pour dire à toutes celles et ceux qui vivent la même chose que moi que vous n'êtes pas seuls, vous êtes légitimes et vous avez le droit d'exister sans devoir tout expliquer. Et peut-être qu'un jour, on vivra dans un monde où on n'aura plus besoin de se justifier pour ce qu'on voit pas. Au fond, j'espère que ce petit podcast, il pourra faire réfléchir peut-être les personnes plus valides qui l'ouvrent un peu les yeux, un peu plus nos cœurs, qu'on arrête de juger à l'apparence, qu'on se rappelle que chacun porte quelque chose qu'on ne voit pas et surtout qu'on parle, qu'on ose dire ce qui fait mal, ce qui est lourd, ce qui est invisible parce que plus on en parlera et moins ce sera tabou. Alors merci de m'avoir écoutée et merci de donner de la place à ces voix qu'on n'entend peut-être pas assez.